Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez. C'est la question rituelle dans ce genre d'événement. Est-ce que vous pouvez, grâce au chat, nous dire si vous nous entendez bien? Ah, toujours pas de réponse. Ah oui, c'est parfait. Bonjour à tous. Nous reprenons nos web rencontres du CERU avec aujourd'hui un invité que je vais vous présenter un peu plus en détail, mais un invité exceptionnel parce que c'est sûrement l'un des meilleurs connaisseurs de l'ultra-gauche et de l'extrême-gauche, et il va nous permettre finalement d'ouvrir notre cycle de rencontres sur cette question-là des nouvelles formes d'activisme et des nouvelles formes d'engagement. Donc, c'est un cycle qu'on a déjà lancé depuis quelques mois et qui a amené déjà quelques recherches et quelques notes du CERU, mais qui s'ouvre aujourd'hui pour la première fois sous la forme de web rencontres, de façon à ce qu'on puisse tous ensemble un petit peu mieux comprendre ce que sont ces nouvelles formes d'activisme et comment elles font évoluer notre démocratie, notre modèle d'engagement, etc. Et donc, ce soir, je suis très heureux de recevoir Christophe Bourseiller, que vous connaissez sans doute à beaucoup de titres. Il a eu une vie très remplie, acteur, historien, journaliste, aujourd'hui universitaire. Il vient même de monter l'Observatoire de l'extrémisme et des signes émergents à l'Université de Valenciennes. Il est maintenant donc enseignant-chercheur, c'est ça, à l'Université de Valenciennes? Non, j'ai un statut un peu, je sais pas très bien quel est mon statut, mais j'enseigne à Valenciennes. Mais je connais pas précisément mon statut. Ouais, c'est tout bien, les statuts Et évoluent enfin, je beaucoup. te pose la question d'ailleurs, parce que j'ai monté cet observatoire, j'ai créé un fonds d'archives et j'enseigne, mais je connais pas, je dois pas être dans un statut, je suis un peu à part, je crois. Mais après, oui, il y a les personnalités extérieures, il y a plein de statuts, mais faudra vous renseigner parce que dans le monde de l'université, les grilles tarifaires sont très importantes. Vous avez raison. Je vais poser la question. Et donc, ce soir, on est heureux de recevoir Christophe Bourseiller qui vient de publier la nouvelle histoire de l'ultra-gauche, qui est finalement la suite de nombreux ouvrages qu'il a déjà publiés sur cette question-là. Je me rappelle des choses sur les maoïstes, sur les lambertistes, déjà il y a quelques années. Et donc, aujourd'hui, on est heureux de vous recevoir. Alors, je fais un peu de produit placement pour ce livre que vous pourrez trouver assez facilement. Normalement, le lien pour l'acheter est dans les mails que je vous ai adressés, mais vous pourrez le retrouver assez facilement. Alors, le principe de cette soirée, on va essayer de rester dans une heure et quart de rencontre. Vous pouvez poser vos questions via le chat ou via l'onglet questions, et je relayerai vos questions à Christophe Bourseiller pour que ça soit plus facile. Mais la première question, peut-être, qui est souvent celle qu'on vous pose dès qu'on parle de l'ultra-gauche, c'est qu'est-ce que c'est exactement l'ultra-gauche? Parce qu'on a tendance à la confondre, en tout cas à utiliser ce terme comme un synonyme de l'extrême-gauche. Est-ce que c'est aussi simple que ça, ou comment on peut définir l'ultra-gauche? Alors, l'ultra-gauche, merci beaucoup, Olivier, de me poser cette question, parce que c'est fondamental, parce que de nos jours, on dit un peu n'importe quoi sur ces sujets-là, et il y a un mot-clé qui pourrait presque résumer les propos des journalistes. Ce mot-clé, c'est ultra. On parle aujourd'hui des ultras du PSG, des ultras de l'OM, de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche, et en fait, tout ça ne veut pas dire grand-chose, alors que dans le cadre de l'ultra-gauche, en fait, on fait référence, et c'est pourquoi j'ai voulu écrire cette nouvelle histoire de l'ultra-gauche, on fait référence à un courant spécifique de l'extrême-gauche. Alors, je pense que ce soir, ce qui pourrait être intéressant avec vous, c'est qu'on soit très précis et qu'on décortique les choses et qu'on ne soit pas dans cette approximation qui fait qu'on va désigner comme ultra-gauche un peu tout ce qui est à la gauche de la gauche, alors que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. L'extrême-gauche, c'est une étiquette qui recouvre un certain nombre de courants
Et on pourrait dire que parmi ces courants d'extrême gauche, en fait, vous avez deux grands ensembles. On va dire un ensemble autoritaire, léniniste, et un ensemble anti-autoritaire non léniniste. Alors l'ensemble anti-autoritaire léniniste considère qu'il faut faire la révolution pour aboutir au communisme, mais que pour faire la révolution, il faut un parti communiste qui dirige la révolution. Alors les autoritaires, entre guillemets, ça sera les trotskistes, les maoïstes, et puis d'autres, les stalinistes et d'autres un peu moins connus. Et puis en face, il y a les anti-autoritaires qui considèrent que c'est le prolétariat tout seul qui doit faire la révolution et qui va s'auto-organiser spontanément, et qu'il ne faut surtout pas créer un parti, parce qu'un parti communiste, bien loin d'incarner le prolétariat, exercerait non pas la dictature du prolétariat comme l'avait dit Marx, mais la dictature du parti sur le prolétariat. Alors il y a deux familles chez les anti-autoritaires. Il y a une famille très ancienne qui plonge ses racines dans le 19e siècle, qui est l'anarchisme. C'est Proudhon qui a inventé le mot anarchisme. Et puis il y a une deuxième famille beaucoup plus récente qui est apparue avec la Révolution d'octobre, lorsque des gens ont contesté l'autorité de Lénine et ont contesté la stratégie de Lénine et la dictature du parti sur le prolétariat, ce qui a énervé Lénine. Et Lénine, dans un pamphlet célèbre écrit en 1920, qui s'appelle La maladie infantile du communisme, le gauchisme, Lénine les a désignés, ces contestataires, comme des ultra-gauches. Et donc le terme ultra-gauche a très précisément 101 ans, puisque nous sommes en 2021. Voilà. Et du coup, cette distinction que vous faites entre l'extrême gauche et l'ultra-gauche, qui est en gros basée sur finalement la question de l'autoritarisme du Parti communiste, est-ce qu'aujourd'hui, alors que le Parti communiste est quand même plus qu'il était, est-ce qu'on retrouve quand même ce clivage actuellement, et est-ce que vous pouvez peut-être donner des exemples de mouvements actuels qu'on retrouve dans cette grille de lecture ? Bah oui, c'est, si vous voulez, alors si on reste dans l'ultra-gauche, c'est-à-dire l'ultra-gauche étant historiquement composée d'un certain nombre de courants qui refusent toute étiquette, hein, je m'empresse de le dire, qu'on va désigner au fil du temps comme communistes de conseil, conseillistes, situationnistes, autonomes, communistes libertaires, marxistes libertaires et j'en oublie. Alors ceux-là, évidemment, les héritiers aujourd'hui de cette famille, ce sont les autonomes qui se constituent en Black Bloc. Donc tous les Black Blocs, toute cette mouvance, on peut dire qu'il existe aujourd'hui une gauche libertaire, entre guillemets, d'environ 3000 personnes en France, et sur ces 3000 personnes, vous en avez 1000 qui est constituée d'activistes plutôt paramilitaires, qui sont généralement reliés à des ZAD ou à des communautés ou à des communes, enfin bref, et qui exercent cette violence anti-autoritaire, qui est une violence incitative, qui vise à donner l'exemple aux prolétaires ou au peuple, pour que les prolétaires et le peuple, à leur tour, cassent des vitrines et prennent d'assaut l'Élysée, ce qui serait le scénario idéal. Scénario effectivement assez utopique. Et puis d'un autre côté, vous avez les léninistes qui, eux, sont dans des stratégies de pouvoir qui vont constituer, par exemple, dans le cas des mouvements trotskistes, à prendre le contrôle des appareils syndicaux, étudiants comme l'UNEF ou de salariés comme l'Union syndicale solidaire ou Force ouvrière, ou encore des pans entiers de la CGT, ce qui permet à des petits groupes d'environ de 1000 à 2000 personnes chacun de contrôler 100, 200 000 personnes et de faire descendre des centaines de milliers de personnes dans la rue. Donc là, on est dans d'autres types d'activisme, mais enfin, le but est le même, c'est-à-dire parvenir in fine à la révolution communiste pour instaurer l'abolition du salariat. Alors, ce qui est effectivement très intéressant dans votre livre, c'est que on parle justement depuis quelques temps des Black Blocs, des zadistes. On a l'impression, quand on lit la presse, quasiment de voir émerger une génération spontanée, et on s'aperçoit effectivement que les racines sont très profondes, et que finalement, et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais vous entendre un peu plus, parce que moi, ce qui m'a marqué dans cette histoire de l'ultra-gauche, c'est quand même le fait d'avoir des mouvements extrêmement dynamiques, mais extrêmement peu nombreux. C'est-à-dire qu'on a des gens qui
il y a une forme de force de caractère à continuer le combat quand on n'est que 10 pendant plusieurs années, voire dizaines d'années. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui, pour vous, mobilise ces gens, comment ils s'organisent et qu'est-ce qui leur fait avoir la force de conviction de continuer aussi longtemps des combats, alors que quelquefois on a l'impression en vous lisant qu'ils sont une poignée et qu'encore à une poignée ils arrivent encore à se diviser beaucoup. Alors, la grande force des courants extrémistes, je dirais, au XXIe siècle, c'est que, ça inclut aussi d'ailleurs l'extrême droite, hein, pour certains groupes, c'est qu'ils ont compris qu'on n'avait pas besoin d'être nombreux pour peser sur une société. C'est-à-dire qu'on peut être 10, mais si, alors dans le cas des trotskistes, par exemple, si on est 10, on va être 10 leaders. C'est-à-dire l'un va contrôler l'UNEF, l'autre va contrôler la caisse primaire d'assurance maladie, le troisième va contrôler la CGT, le quatrième va contrôler les offices HLM, etc. Et donc on a de l'influence, bien qu'étant 10, et si on est situationniste, par exemple, on dit on est 10, mais on est 10 intellectuels de premier plan, et on va poser sur cette société un diagnostic d'une telle justesse et d'une telle intelligence qu'on va rentrer dans l'université et qu'on en parlera encore dans 50 ans. Et donc, ça revient au même, c'est-à-dire dans tous les cas, il s'agit de se dire, on n'est pas nombreux, c'est normal que les extrémistes ne soient pas nombreux, puisqu'ils sont extrémistes et que finalement, peu de gens ont envie de se retrouver avec une dictature, qu'elle soit de gauche ou de droite. En général, on a plutôt une aspiration pour la démocratie, enfin les 3/4 des gens, et donc ils savent qu'ils ne seront pas nombreux. Donc, ils sont pragmatiques et ils savent qu'ils peuvent peser. L'important, c'est de peser, c'est d'avoir une influence sur le reste de la société. Et donc, le désespoir n'est pas de mise, puisqu'en réalité, ce sont des groupes, des mouvements qui sont dans une sorte de stratégie sur le très long terme, une sorte de stratégie d'imprégnation et de dissémination presque virale d'une certaine façon. Alors ensuite, c'est vrai, vous avez posé une question intéressante sur le fait qu'on dit toujours ces Black Blocs, ils sont tombés du ciel, c'est nouveau. Moi, j'entendais une politologue, paraît-il spécialiste de l'extrême gauche, qui disait le cortège de tête est apparu en 2016. Bah, écoutez, non, pardon, moi, le premier cortège de tête, c'était en 1972, donc c'est un peu plus ancien. Ça date un peu, c'est dommage, mais c'est vrai qu'il y a une tendance fâcheuse aujourd'hui à ne pas avoir de mémoire, à ne pas connaître l'histoire et à s'imaginer que tout ce qui arrive vient de tomber du ciel, est tout à fait nouveau et que c'est génialement nouveau, alors que non. Par exemple, on pourrait même dire que la violence qu'on a vécue dans les années 2010-2020, qui était une violence importante, je ne parle pas de la violence terroriste, mais de la violence dans les manifestations, dans les conflits sociaux, est une violence qui est comparativement inférieure à celle qui régnait en France entre 1970 et 1980. Vous voyez, il y avait plus de violence, plus d'affrontements, plus de morts. Enfin, voilà, la violence des Gilets jaunes, qui est indéniable, est sans commune mesure avec ce qu'on a pu vivre en 1970-71 ou même en 1979, lorsqu'il y a eu le conflit des sidérurgistes, par exemple, de Lorraine. Vous voyez, donc au fond, il faut évidemment relativiser tout ça. Et ce qui est intéressant, et c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y a toute une contre-culture, on pourrait dire, autour des zadistes, autour des Black Blocs, enfin toute cette mouvance-là. Et cette contre-culture, effectivement, plante ses racines dans une tradition très grande, très intéressante, avec des grands penseurs. Et c'est vrai quand on voit un casseur cassé, on peut difficilement imaginer qu'il soit l'héritier lointain de toute une pensée libertaire extrêmement riche et novatrice. Et je pense à des gens très différents comme Otto Rühle, Anton Pankow, Hermann Gorter, Karl Korsch pour les Allemands et les Hollandais, mais je pense aussi à Cornelius Castoriadis, à Claude Lefort, Guy Debord, Raoul Vaneigem, qui sont des penseurs de premier plan et qui sont issus dans leur jeune âge de cette tradition. Alors justement, ça c'est une des questions qui est intéressante et qui est au centre, c'est que à la fois on a l'impression, quand on voit par exemple les Black Blocs ou d'autres mouvements dans leur phase entre guillemets activiste sur le terrain, d'avoir en face de nous des gros bras.
Pourtant, quand on suit les personnages que vous nous présentez dans cette histoire de l'ultra-gauche, on a plutôt tout le temps l'impression d'avoir des intellectuels, des gens qui passent leur temps d'ailleurs à écrire, c'est un peu l'équivalent du petit nombre, à écrire des feuilles de chou quelquefois qui sont éditées à très peu d'exemplaires, mais qui vont avoir cette volonté de passer par l'écrit. Est-ce que les militants actuels des Black Blocs ont encore conscience, sont les mêmes que ceux qui étaient dans les années 70 encore très influencés par cette pensée, par cette philosophie? Est-ce qu'ils ont conscience de leur héritage? Alors, dans ces groupes autonomes, dans ces mouvances autonomes, il y a toujours deux types d'activistes. Vous avez toujours des gens ultra cultivés, avec minimum bac+5, souvent très brillants, et qui sont capables de lire les textes qui sont très complexes de cette tradition. Et puis, vous avez les cogneurs, qui sont, eux, un peu sous le contrôle des premiers et qui, eux, sont attirés par la fascination pour ces courants, la fascination pour la destruction, l'envie de détruire, une colère intime, et qui vont participer à ces groupes. Donc vous avez en fait, il y a toujours eu ça, il y a toujours eu les deux, c'est-à-dire les intellectuels qui sont présents, et d'ailleurs il suffit de le voir, alors pour le meilleur ou pour le pire, lorsque vous voyez les slogans qui sont tracés. Vous avez souvent des slogans avec des références littéraires, intellectuelles. On l'a vu pendant les conflits universitaires, par exemple, sur les murs de l'école normale supérieure ou de l'école pratique des hautes études, où il y avait des slogans particulièrement recherchés. Et on le voit parfois sur les banderoles. Enfin, il y a eu, je me souviens, lors des manifestations contre la réforme des retraites, il y avait un char Black Bloc était en fait un signe noir derrière lequel il s'abritait pour se protéger de la police. Alors le signe noir étant une référence à Nissim Taleb, le philosophe américain d'origine libanaise, qui avait expliqué que il y avait parfois des événements parfaitement inattendus qu'il appelle des signes noirs, signes au sens de l'oiseau, bien sûr, signes noirs, et donc c'est nos amis Black Bloc étant cultivés, ayant lu Nissim Taleb et étant capables de faire le lien, ce qui fait que je ne sais pas si les travailleurs, eux, avaient fait le lien avec Nissim Taleb et avec la théorie du signe noir, mais en tout cas, c'était le message qu'ils envoyaient. Donc, vous voyez, il y a toujours ce désir-là. Lors des manifestations récentes contre la loi de sécurité globale, en décembre à Paris, par exemple, si vous observiez de près les casseurs, alors ils faisaient un choix dans ce qu'ils cassaient. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été cassés le petit épicier du coin ou la petite librairie, mais ils ont été cassés la Banque de France. Donc pourquoi? Parce qu'ils s'en prennent physiquement à des cibles qui symbolisent pour eux l'autorité, l'État ou le capitalisme. Donc la Banque de France, c'est l'idéal. Et ensuite, puisqu'on était place de la Bastille, ils ont essayé de prendre d'assaut la colonne de la Bastille, qui était protégée par des palissades de chantier, parce qu'il devait y avoir des travaux autour. Et donc, ils ont après tapé pendant plusieurs minutes sur le chantier. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire nous sommes les héritiers des sans-culottes, et nous voulons reprendre la Bastille. Donc, vous voyez, le message était toujours un message de cette nature. Et il faut bien comprendre qu'il y a toujours eu, dans l'histoire du mouvement ouvrier, les théoriciens et les activistes. Et d'ailleurs, si on remonte à la naissance de ce mouvement de casseurs, la première intervention, le premier cassage, c'est un cassage qui a lieu en 1971 rue Gay-Lussac, dans les rues du quartier latin à Paris. Et en fait, ce cassage est fait c'est le produit de la rencontre de théoriciens ultra-gauche et d'activistes venus du communisme libertaire. Et donc, en fait, ce sont des anarchistes qui se sont convertis au marxisme libertaire et qui se sont rapprochés des positions ultra-gauche, qui ont été les premiers gros bras qui ont lancé ces cassages. Et il faut bien comprendre que par la suite, le mouvement autonome en France s'est formé à partir de 1973, lorsque un anarchiste espagnol, mais qui était proche de l'ultra-gauche, qui s'appelait Salvatore Puig-Antich, a été garrotté par Franco à l'époque, et il y a eu un certain nombre de manifestations très violentes, et c'est à l'occasion du mouvement de soutien à Puig-Antich
que s'est constitué ce qui est devenu en 1975 le mouvement autonome. Et il faut bien comprendre que les Black Blocs d'aujourd'hui, qui se considèrent eux-mêmes comme autonomes et qui se constituent non pas en Black Bloc, ça c'est une appellation policière, mais en bloc autonome, les autonomes d'aujourd'hui sont les héritiers directs de ceux d'avant. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que dans les collectifs, vous avez plusieurs générations. Donc, vous avez les jeunes qu'on va voir sur les barricades, et puis vous avez des plus vieux qui sont dans les communautés, qui sont des références, et ça va de 70 ans, 80 ans à 50 ans, 40 ans, jusqu'à 30 ans étant le début de l'activisme proprement dit. Et du coup, là, si on revient un tout petit peu justement sur ces mouvements, la différence entre la différence en termes de valeurs et de projets politiques, par exemple, entre les anarchistes et les autonomes, et ce que vous appelez l'ultra-gauche plus généralement. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite... Il y a aujourd'hui un flou identitaire, d'autant plus que beaucoup d'activistes qui descendent dans la rue n'ont pas beaucoup de culture politique. Et par exemple, moi je vois bien, il y a des activistes aujourd'hui qui disent mais l'ultra-gauche, ça n'existe pas, c'est une invention de la police. Ils ignorent le fait qu'il y a eu un courant ultra-gauche et qui sont les héritiers directs de ce courant, parce que simplement ce sont des activistes et qu'ils n'ont juste pas lu les textes, si vous voulez. Donc il y a cette difficulté-là. C'était quoi la question que vous me posiez? Pardon, j'ai perdu. En gros, quelles sont les différences de valeurs et de projets politiques, par exemple, entre les anarchistes, les autonomes et l'ultra-gauche? Oui. Alors, si vous voulez, les courants qui nous intéressent, les courants que moi je désigne comme ultra-gauche qui sont autonomes, ce sont des courants qui sont issus donc de la fameuse ultra-gauche historique. Et cette ultra-gauche historique, elle est constituée de gens qui proviennent pour la plupart du marxisme et pour certains de l'anarchisme, mais qui sont sortis de ces catégories-là pour essayer d'inventer quelque chose de nouveau, pour aller encore plus loin dans la critique de ce monde, en essayant de créer une critique adaptée à l'évolution de ce monde et qui finalement ne veulent plus se réclamer ni de l'anarchisme, ni du marxisme, mais de quelque chose de nouveau, dont le terme reste à définir, et d'ailleurs eux disent communiste, pour être beaucoup plus simple. Maintenant, c'est vrai, il y a parmi les casseurs, par exemple, vous allez trouver des gens qui vont se réclamer de l'anarchisme et qui vont vouloir tout détruire au nom de l'anarchisme, et puis d'autres qui, au contraire, vont avoir une pensée un peu plus structurée. Mais disons que majoritairement, quand on voit les vrais groupes qui sont à la base, les groupes les plus influents, ce sont des gens qui sont dans l'élaboration d'un post-marxisme qui serait également un post-anarchisme. Et donc, ils sont véritablement dans cette invention de quelque chose de nouveau, d'où le désir de ne pas être étiqueté, et d'où le désir de ne pas être étiqueté non plus d'ailleurs à l'ultra-gauche, en disant mais ça c'est des termes du siècle dernier, nous on incarne le siècle nouveau. Mais dès le siècle dernier, les théoriciens ultra-gauche disaient la même chose. Inventons quelque chose de nouveau. Et les anarchistes, certains d'entre eux se rapprochent de ça, mais alors ce sera uniquement chez les anarchistes ceux qui sont plutôt d'obédience communiste libertaire. Alors, le communisme libertaire, c'est une tendance de l'anarchisme. Il faut bien comprendre que l'anarchisme est très pluriel. Il y a des anarchistes de droite, il y a des anarchistes individualistes, il y a des anarchistes proudhoniens, et puis il y a des anarchistes qui reconnaissent la lutte de classe, qu'on appelle communistes libertaires. Et parmi ces communistes libertaires, il y a une petite frange qui, elle, va se réclamer du marxisme libertaire. Et c'est cette frange-là qui va nous intéresser particulièrement, parce que c'est elle qui va converger avec les autonomes. Alors, pour finir peut-être sur cette partie un peu historique, dans le livre, on voit effectivement que ces marges, justement en voulant dépasser le marxisme et le communisme, ont souvent été finalement plus lucides sur l'évolution sur ce qu'allait devenir l'URSS, et notamment sur le régime dictatorial. Et bizarrement, il y a une figure qui apparaît dans le livre de façon très ambivalente, c'est Trotsky, parce qu'on a l'impression qu'à la fois, alors je sais pas, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot, à la fois c'est quelqu'un qui va un peu les inspirer, mais qui vont aussi rejeter d'ailleurs dans
dans une dialectique assez compliquée parce qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il bien sûr, mais tout est là, si vous voulez. C'est-à-dire que en réalité, l'ultra-gauche au départ, comme je vous l'ai dit, hein, c'est né en 1920 du côté des marxistes. Et en fait, l'ultra-gauche, ce sont des gauches communistes qui vont critiquer Lénine, qui vont commencer par critiquer la dictature du parti sur le prolétariat, puis ensuite qui vont critiquer, mettre en question le bolchevisme, le léninisme, puis la politique elle-même, puis le marxisme, pour essayer d'inventer quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est ça. Et quand Trotsky est excommunié, quand Trotsky quitte l'Union soviétique et qu'il crée son opposition de gauche en 1929, ces gens-là voient arriver un nouvel opposant de gauche. Donc ils sont tentés au départ de le soutenir en se disant finalement il est comme nous. Après tout, Trotsky a commis des crimes lorsqu'il était commissaire du peuple à la guerre, mais enfin maintenant qu'il a quitté la Russie, il va peut-être nous rejoindre. Mais ils s'aperçoivent d'une différence fondamentale qui existe encore aujourd'hui, c'est que les ultra-gauches sont dans une violence, on pourrait dire symbolique, mythique, ils sont dans une stratégie politique assez nébuleuse, hein, qui consiste à faire en sorte que le prolétariat tout seul descende dans la rue en lui donnant l'exemple, alors que les trotskistes sont des léninistes et eux, ils mettent en place des stratégies de pouvoir. Et donc Trotsky, immédiatement, il ne faut pas oublier que Trotsky, alors pardon pour ce point d'histoire, mais c'est important, Trotsky crée l'opposition de gauche internationale, qui est son premier embryon de coordination internationale en 1929. Le premier journal trotskiste au monde, c'est La Vérité. La Vérité étant la traduction du journal du Parti communiste russe, la Pravda, qui paraît à l'époque, et donc la vérité, ça veut dire bien sûr, et que dès 1934, Trotsky va demander aux militants trotskistes français de pratiquer l'entrisme et d'entrer dans le Parti socialiste pour avoir de l'influence. Vous voyez que c'est une toute autre stratégie. Il ne viendrait pas à l'esprit des ultra-gauches historiques ou des autonomes d'aujourd'hui ou des situationnistes d'entrer dans le Parti socialiste pour essayer d'avoir de l'influence, alors que Trotsky, immédiatement, lui, est dans ce pragmatisme qui va caractériser son courant de pensée, qui consiste à dire faisons avancer nos pions, rapprochons-nous du pouvoir, ayons de l'influence, prenons le contrôle des syndicats, pourquoi pas des partis politiques, etc. Donc la différence est frappante entre véritablement, on voit bien là la différence qu'il y a très forte entre l'ultra-gauche d'un côté, l'extrême-gauche de l'autre. Alors, j'ai commencé peut-être par deux questions qui sont posées sur le chat, questions très factuelles. La première, l'insurrection qui vient, est-ce une publication d'ultra-gauche ? Alors oui, l'insurrection qui vient, c'est absolument, j'en parle d'ailleurs longuement dans le livre parce que c'est un texte important. L'insurrection qui vient, c'est directement un texte ultra-gauche. C'est un texte dont la structuration d'ailleurs s'inspire d'un pamphlet situationniste de 1964 qui s'appelait Le déclin et la chute de l'économie spectaculaire marchande. Ce qui est intéressant dans l'insurrection qui vient, donc c'est un pamphlet qui est écrit sous le nom du Comité Invisible, un sigle, hein, donc ça n'a aucune importance puisque ça a été écrit par le collectif de Tarnac à l'époque. Et cette insurrection qui vient, ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend acte d'une évolution importante de l'ultra-gauche au début du XXIe siècle, c'est la ruralisation de l'ultra-gauche. C'est-à-dire que tout au long du XXe siècle, l'ultra-gauche, c'est un phénomène citadin, urbain, si vous voulez. Mais Guy Debord, dès 1972, avait dit qu'on entrait dans une nouvelle période historique qui allait être marquée par le règne des nuisances, et que le combat le plus important, c'était le combat contre les nuisances, et il voulait parler des nuisances environnementales. Et donc, Guy Debord, lui-même, à la fin de sa vie, il est mort en 1991, mais lui-même, à la fin de sa vie, Debord avait décidé d'aller vivre à la campagne, loin de tout. Et beaucoup de ses disciples sont allés vivre à la campagne. Et ce sont ces disciples qui vivaient à la campagne, qui ont formé des petites communes, des petites communautés, qui ont été l'embryon de toute une ruralisation du mouvement ultra-gauche. Et il faut bien comprendre que les ZAD
qu'on voit fleurir régulièrement, et la plus connue d'entre elles, celle de Notre-Dame-des-Landes, sont des créations directes de l'ultra-gauche qui ont été même théorisées par un théoricien ultra-gauche qui est Hakim Bey dans les années 1990. Et donc l'insurrection qui vient, c'est le texte qui explique la ruralisation de l'ultra-gauche, si vous voulez. Alors, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'effectivement, ça nous amène effectivement à l'avenir un petit peu de ce mouvement-là qui est en train de se féconder avec la pensée écologiste. Mais peut-être, vous avez parlé de Guy Debord, c'est peut-être le moment de parler d'une des familles qui est très importante et qu'on découvre dans votre livre. C'est peut-être la moins connue du grand public, c'est les situationnistes. Pouvez nous expliquer un petit peu leur différence, parce qu'effectivement, il y a quand même une différence d'approche, d'imagination peut-être. Mais non, la différence, la particularité, c'est que les situationnistes, initialement, c'est un groupe artistique. Donc les situationnistes, c'est un groupe comme on pourrait parler des surréalistes ou des futuristes. C'est l'idée de créer un groupe artistique. Mais ce qui va se passer, c'est qu'assez rapidement, Guy Debord, qui fait partie de ce groupe, qui est l'animateur de ce groupe, va en fait adhérer à des positions ultra-gauche. Mais en fait, pour bien comprendre le sens, il faut voir que l'Internationale situationniste, c'est un groupe artistique donc, qui est créé en 1957, et le projet artistique de l'Internationale situationniste, qui ne manque pas de panache, c'est de dire finalement les avant-gardes précédentes ont voulu révolutionner l'art, mais nous allons encore plus loin dans la révolution de l'art, parce que nous considérons qu'il faut faire de sa propre vie une œuvre d'art. Alors c'est un très beau projet, et je crois que je ne vois pas qui pourrait ne pas souscrire à l'idée de faire de sa vie une œuvre d'art, et donc c'est ça qui va structurer ce groupe d'artistes situationnistes. Et puis très vite, Debord, qui est le fondateur, le théoricien, le maître à penser en réalité des situationnistes, va faire une remarque intéressante qui va dire, si je veux révolutionner ma vie quotidienne, si je veux vivre chaque jour comme si c'était le dernier, si je veux faire de ma vie une œuvre d'art, je ne peux pas, parce que je suis dans une société, il y a un carcan, il y a des lois, et malheureusement, si j'ai envie de tout casser, d'embrasser toutes les femmes qui passent, on va m'arrêter, et donc je vais être réprimé. Et donc il va opérer un retournement qui est très intéressant, c'est qu'il va dire, mais alors finalement, je veux faire de ma vie une œuvre d'art, je ne peux pas parce que la société bride mon épanouissement, mais comment caractériser cette société ? Et ce qui va être passionnant chez Debord, c'est qu'au lieu de se contenter d'écrire des manifestes abstraits, lui va se livrer, avec d'autres penseurs, avec notamment Raoul Vaneigem, il va se livrer à une sorte d'enquête sociologique sur les rouages inapparents des sociétés modernes. Et ça va donner des textes absolument formidables et passionnants qui vont annoncer notamment, entre autres, les travaux de Jean Baudrillard, qui vont s'inspirer et qui vont inspirer également les travaux de Jacques Ellul, de gens de toute origine, vous voyez, et ça va donner deux livres très, très importants, qui sont d'un côté La Société du spectacle et de l'autre Le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Et pour résumer les choses, Debord et les situationnistes disent que nous vivons dans une société du spectacle. Alors ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire tout simplement que nous croyons être maîtres de notre destin, mais en réalité, nous sommes en quelque sorte les acteurs d'un film dont nous n'avons pas écrit le scénario, parce que nous sommes nés, nous avons grandi dans un certain cadre social, racial, culturel, religieux, etc., qui a en quelque sorte sculpté notre devenir. Comme disait Heidegger, provenance est devenir, et donc c'est un peu ce que disent les situationnistes. Et en fait, ce qui est passionnant, et c'est ce qu'on retient de leur travail, au fond, c'est cette mise en lumière des rouages de la société moderne. Alors, une question qui peut-être faire le lien, ou même peut-être que vous pourrez clarifier, parce que je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Les mouvements antispécistes, les mouvements racialistes, est-ce qu'ils sont un peu les héritiers, au moins, d'une posture, celle qui consiste effectivement à vouloir déconstruire la réalité pour pouvoir vivre tel que eux le désirent? Est-ce que c'est dans la mouvance du mouvement situationniste, ou est-ce que pour vous c'est une autre logique? Alors, c'est deux choses très différentes, hein. C'est-à-dire que les mouvements
véganes, antispécistes, ça, Debord et les situationnistes n'en ont jamais parlé. Ils bouffaient, ils buvaient, ils se posaient absolument pas la question du véganisme. C'était totalement en dehors d'eux. Et quant au mouvement indigéniste, alors là, en réalité, ces mouvements indigénistes, par exemple, si on veut parler de l'islamo-gauchisme ou du Parti des indigènes de la République, hein, un mouvement indigéniste le plus célèbre, là, on trouve la genèse de ces mouvements dans le destin du courant trotskiste. Donc là, c'est pas du tout l'ultra-gauche. L'ultra-gauche, on peut lui faire tous les reproches qu'on veut, des casseurs, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont rien à voir avec l'islamo-gauchisme, ils n'ont rien à voir avec l'indigénisme. Alors là, si vous voulez, je peux vous expliquer rapidement, parce qu'après, j'aurai plus la force, la genèse de cet islamo-gauchisme. En fait, c'est très simple. Tout est parti d'abord du fait que les militants d'extrême gauche traditionnels, trotskistes ou maoïstes, avaient l'habitude d'intervenir dans le domaine du côté des travailleurs immigrés, et ils espéraient recruter parmi les travailleurs immigrés. Et dès les années 1990, ils se sont aperçus d'un phénomène qui les a troublés, c'est que les travailleurs immigrés devenaient de plus en plus musulmans, ils s'islamisaient. Et donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Les travailleurs immigrés s'islamisent, comment faire pour continuer à travailler avec eux? Est-ce qu'on rompt avec eux, puisque nous sommes des révolutionnaires et que pour nous, la religion est l'opium du peuple, ou est-ce qu'on travaille quand même avec eux? Là-dessus, il y a eu un événement qui a marqué les esprits, c'est l'attentat du 11 septembre 2001, le World Trade Center. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a vu apparaître, on a compris qu'il existait un puissant réseau islamiste, que l'islamisme radical est devenu une réalité. Et les militants d'extrême gauche se sont dit, il y a beaucoup de travailleurs qui sont proches de nos groupes et qui aujourd'hui nous abandonnent pour rejoindre Al-Qaïda, Daesh, tous les réseaux islamistes. Et alors ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a un courant trotskiste international affilié à la 4e internationale qui s'appelle la Tendance socialiste internationale, qui elle a dit, il faut s'allier aux islamistes. Oui, mais alors lesquels? Donc, gros débat, et ils se sont dit, oui, on peut s'allier à certains islamistes, puisqu'on est des révolutionnaires, il faudrait qu'on s'allie aux islamistes qui travaillent la question sociale. Et donc, ils ont trouvé les islamistes qui travaillaient la question sociale, c'était pour eux les frères musulmans. Et de sorte que l'événement marquant, c'est 2004, lorsque la 4e internationale organise un forum social européen à Londres, et dont la vedette, contre toute attente, est Tariq Ramadan, et le forum social qui rassemble quand même 70 000 personnes. Hein. C'était les forums sociaux altermondialistes qui étaient organisés par l'extrême gauche, mais qui avaient un très très gros succès. Et il y aura lors de ce forum social un meeting de femmes voilées et qui va provoquer vraiment le trouble et qui va être le début de cette stratégie qu'on a appelée islamo-gauchiste. Et pendant la même période historique, je crois que nous sommes si je me souviens bien, en 2004 ou 2005, il va y avoir un certain nombre de militants des quartiers qui vont lancer un appel des indigènes de la République. Et cet appel des indigènes de la République va être relayé, soutenu et signé par les dirigeants de la Ligue communiste révolutionnaire, section française de la 4e internationale. C'est-à-dire que là, vous avez le double phénomène. D'un côté, on va soutenir les mouvements islamistes de type frères musulmans, ce qu'ils ont fait dans les quartiers, et puis de l'autre, ils sont à l'initiative du lancement du Parti des indigènes de la République. Pourquoi? Tout simplement parce que ce courant trotskiste international, la 4e internationale, qui est présent dans 60 pays, très ancien mouvement, a toujours été un mouvement tiers-mondiste. Et donc l'idée, c'est qu'un vent nouveau vient du tiers-monde, qu'il faut soutenir les révolutions du tiers-monde, et que si on veut aider le tiers-monde à se libérer de l'oppression néocoloniale, si on veut le décolonialiser, eh ben, il faut s'allier avec les islamistes, parce que c'est le chemin que les camarades arabes ont choisi pour se libérer de la tutelle occidentale. Et c'est l'incroyable paradoxe de l'époque présente, qui peut faire sourire, c'est qu'il y a 30 ans, les militants d'extrême gauche applaudissaient les femmes qui enlevaient le voile.
et en disant c'est bien parce qu'elle se libère du carcan d'une religion, elle se libère d'un carcan religieux, et aujourd'hui ils applaudissent les femmes qui mettent le voile en disant c'est très bien parce qu'elles rompent avec la fascination pour l'Occident. Donc, vous voyez, on est là dans une espèce de retournement historique assez inquiétant, d'ailleurs, qui participe d'un mélange des genres très curieux. Mais là, j'insiste bien sur le fait que là, nous parlons de l'extrême gauche et non pas de l'ultra-gauche. Et l'ultra-gauche est épargnée par ce phénomène à la fois islamo-gauchiste et indigéniste. Alors juste pour la petite anecdote, parce qu'évidemment je me rappelle bien, j'avais travaillé sur ce sommet de 2004, Tariq Ramadan avait écrit un livre juste après qui s'appelait Musulmans d'Occident, où il expliquait de son côté la stratégie aussi qui consistait à inciter ses amis à rejoindre les mouvements d'extrême gauche, en leur expliquant l'utilité de le faire, tout en mettant, effectivement, lui, il avait mis un petit bémol, tout en faisant attention de ne pas se laisser acculturer par leurs mœurs, qui étaient, selon Tariq Ramadan, des mœurs beaucoup moins respectables que ceux que pouvaient avoir les proches de Tariq Ramadan. Donc, c'est assez... Il semblerait que Tariq Ramadan se soit lui-même laissé contaminer. Hein, voilà, il semble. Les affaires suivantes qui l'ont. Mais c'est vrai que Tariq Ramadan est un personnage très intéressant parce que si quelqu'un peut être taxé d'islamo-gauchisme, c'est lui, dans la mesure où ce prêcheur musulman s'est laissé convaincre en 2004 de s'allier avec l'extrême gauche. Et il a convaincu une partie des frères musulmans de le faire. Alors tous les frères musulmans n'ont pas à obtempérer, hein, il y en a, ils sont pas toujours d'accord entre eux, mais il y a c'est un certain nombre de collectifs en Europe qui ont adopté la ligne de Tariq Ramadan consistant à s'allier dans les quartiers avec les gauchistes, et ça a donné cette espèce de les candidats voilés du NPA, ça a donné cette ambiguïté qui sans doute nuit aujourd'hui à l'extrême gauche. Il faut préciser que toute l'extrême gauche n'est pas islamo-gauchiste, hein, c'est-à-dire que vous avez d'un côté le NPA, on pourrait dire, et sa mouvance associative et plein de petits groupes minuscules autour qui sont dans cette stratégie-là, et à côté, vous avez en face, on pourrait dire, vous avez le groupe Lutte ouvrière ou les lambertistes qui, eux, sont fermement laïques et opposés à cette vision un peu particulière. Et effectivement, alors juste pour conclure sur cette partie qui est quand même très intéressante, vous nous avez dit qu'effectivement les trotskistes cherchaient d'habitude à prendre des positions d'influence. Est-ce que dans cette stratégie-là, ils n'ont pas sous-estimé ceux qui voulaient infiltrer, parce qu'on a l'impression que finalement aujourd'hui c'est plutôt eux qui les ont infiltrés. En tout cas, nous, c'est l'exemple qu'on peut avoir avec l'UNEF par exemple, qui avait ouvert sa porte à un moment donné aux étudiants musulmans de France, donc la branche proche des frères musulmans. Et on a l'impression qu'effectivement, la structure intellectuelle des militants d'extrême gauche étant peut-être moins forte que ce qu'elle a été, ils ont eu affaire à des militants musulmans, militants de l'islam politique, eux très bien formés, et qui ont finalement pris le lead assez rapidement. Qu'est-ce que... Je pense qu'il y a une tension dialectique entre eux. Je pense qu'ils se débrouillent parce qu'ils ont la tendance du NPA a toujours l'art de laisser les gens s'exprimer. Il y a toujours, ils sont assez malins hein, quand même. Hein. Il y a donc je pense qu'ils les laissent venir. Ils essaient de torer et de faire en sorte de maintenir leur emprise. Parce qu'en fait, si vous regardez bien, c'est vrai que il y a cet intérêt, où on connaît bien la vice-présidente de l'UNEF, Mariam Pouchtou, qui est voilée, etc. Et en même temps, vous voyez bien que lors de tous les grands conflits sociaux, par exemple sur la réforme des retraites ou autres, l'UNEF est entrée dans la danse, et ça c'est la marque des trotskistes et non pas des islamistes. Donc je pense qu'il y a quand même un contrôle assez fort, et puis il était normal, à partir du moment où il passait des accords politiques, de mettre en avant une musulmane, enfin une islamiste peut-être. Alors, deux petites questions là qu'on pose sur le chat, un peu factuelles. Que reste-t-il de nos actions directes, en tout cas des mouvements actions directes? Est-ce que aujourd'hui on sent que l'action directe, en tout cas, c'est quelque chose qui est revendiqué par beaucoup de gens, mais ça semble beaucoup plus gentil, en tout cas
Oui. J'en dis que l'action directe dont parle le… Oui, écoutez, non, mais bien sûr. Alors, que reste-t-il d'Action Directe? Alors, Action Directe, ça a été quand même un moment assez fort en France, même si on a eu, nous, des moments terroristes d'extrême gauche beaucoup plus faibles que nos voisins allemands ou italiens, bien sûr. Mais enfin, en France, on a eu ce moment d'Action Directe. Action Directe, c'était intéressant parce que c'était une organisation ultra-gauche, en réalité, hein, puisque c'était une organisation autonome fondée par un communiste libertaire qui est Jean-Marc Rouillant. Alors aujourd'hui, le groupe a été démantelé, comme vous le savez, en 1986. La plupart des militants d'Action Directe ou des membres d'Action Directe sont morts. Et Jean-Marc Rouillant, lui, est depuis une dizaine d'années un membre discret du NPA, nouveau parti anticapitaliste, mais il fait pas grand-chose. Il écrit des livres, voilà, il se contente d'une activité assez réduite. Et je dois dire que, il faut bien le dire, lorsqu'a éclaté l'affaire de Tarnac en 2008, vous vous souvenez peut-être qu'on a accusé des ultra-gauches d'avoir ralenti des TGV en mettant des fers à béton sur des caténaires, si je me souviens bien. La police a vraiment surestimé la dangerosité de ces groupes. C'est-à-dire que depuis 1986, date du démantèlement d'Action Directe, on attend le groupe terroriste ultra-gauche qui n'est jamais arrivé, ou le groupe terroriste d'extrême-gauche qui n'est jamais arrivé. Et cette obsession sur l'ultra-gauche en 2008 paraît aujourd'hui d'autant plus un peu ridicule que dans les années qui suivent, il y a eu des attentats, oui, mais c'était les attentats islamistes qui étaient, eux, pour le coup, infiniment plus importants. Et c'est vrai que le terrorisme anarchiste ou le terrorisme d'extrême gauche, il existe, il a toujours existé. Mais enfin, là, on attend une vague de même ampleur que la vague islamiste qu'on a connue dans les années 2010-2020. Alors, justement, question subsidiaire, les Black Blocs peuvent-ils être qualifiés de terrorisme? Oh non, je crois pas, c'est autre chose. Enfin là, on est dans une sorte d'activisme. Le terrorisme, c'est quand on pose une bombe. Le terrorisme, c'est quand on tire à la mitraillette sur 10 personnes. Le terrorisme, c'est autre chose. Là, dans le cas des Black Blocs, on est face à de la violence urbaine. On est face à une violence dite révolutionnaire, une violence politique, mais ça n'a rien à voir. Alors effectivement, on précise le terrorisme, qualifié de terrorisme, comme, alors c'est une remarque de juriste, comme acte de nature à inspirer la terreur. Effectivement, ça peut dans… Oui, ça dépend qui ça terrorise. Après, quand vous, évidemment, eux vous diront, vous savez, quand quand j'essaie de mettre le feu à la Banque de France, je terrorise les banquiers. Donc voilà, mais après, est-ce que ça terrorise les gens qui sont autour? Pas sûr. Est-ce que c'est tout ça? Là, je crois que c'est un peu de la sophistique parce que ça n'a pas grande importance. En fait, l'importance, c'est l'ampleur de la violence. C'est-à-dire que pour moi, le terrorisme, ça commence. Action Directe, oui, c'est du terrorisme, parce qu'Action Directe a posé des bombes, a assassiné plusieurs personnes, c'est du terrorisme. Quand des Black Blocs déboulent dans une manif en donnant des coups de barre de fer sur des vitrines et essaient de s'en prendre à la police, on est là dans de la violence politique très ancienne. Vous savez, les ligues des années 30, c'était comme ça aussi. Il y a rien de nouveau sous le soleil. On est dans quelque chose qui est en plus le fait d'un assez petit nombre d'individus, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, cette gauche libertaire, c'est 3000 personnes en France, dont 1000 paramilitaires, et un peu moins peut-être. Donc 1000, c'est pas beaucoup, pour 65 millions de Français, c'est plutôt un petit nombre. Alors justement, ça m'amène peut-être à la dernière partie sur un peu l'avenir de tout ça. On voit que dans l'ultra-gauche, ce qui les a définis par rapport à l'extrême gauche, c'est cette volonté d'avoir une structure non hiérarchisée, non organisée avec un chef, etc. Même si d'ailleurs on voit bien que ils n'ont pas de chef, mais ils ont quand même pas mal de leaders. Ils ont des chefs, oui. Est-ce que finalement, et ça c'était une partie qu'on ne trouve pas vraiment dans votre livre, est-ce que aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux, ne sont pas finalement l'outil qui permet à l'ultra-gauche de prendre le leadership par rapport à l'extrême-gauche, parce que finalement, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire dans les années 20, en tout cas ce qu'ils faisaient difficilement, parce que c'est très difficile de toucher le grand nombre sans être organisé, finalement on s'aperçoit qu'aujourd'hui,
les nouveaux activismes. Je pense par exemple à Extinction Rebellion, à des mouvements proches de Deep Green Resistance, des mouvements qu'on qualifie d'éco-warriors ou d'écologistes radicaux, peuvent se retrouver finalement dans des organisations qui ressemblent à ce qu'avait inventé l'ultra-gauche sans y arriver peut-être aussi rapidement qu'eux, puisqu'ils ont des structures qui sont décentralisées, sans leader, et où en fait ce qui fait le lien, c'est simplement des textes. Et là aussi, effectivement, on retrouve ce qui est amusant, c'est ce qui m'a beaucoup marqué en lisant votre livre, c'est qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on regarde par exemple Extinction Rebellion, la seule chose qui fait le lien entre les gens, c'est d'adhérer à une charte qu'ils ont écrite. Est-ce qu'on n'a pas une forme de renouveau qui est possible de l'extrême gauche, de l'ultra gauche, pardon, à cause de ce fonctionnement qui est possible aujourd'hui techniquement? Alors, plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. D'abord, l'ultra-gauche a une structuration très particulière en toutes petites unités, indépendantes les unes des autres. Et en fait, c'est dans le but d'être sous les radars. C'est dans le but d'échapper dans leur esprit à la dictature des médias, à la dictature du spectacle, à la dictature de l'idéologie. Et donc, ils sont dans une semi-clandestinité volontaire, qui d'ailleurs rend leur repérage plus difficile par la police, parce que justement, au lieu d'être dans des groupes auxquels on peut adhérer, ils se relient à des communautés. Vous savez, la ferme de Tarnac, c'était très fermé, refermé sur elle-même. On n'entre pas facilement, ou des squats, des petites mouvances comme ça qui se font et qui se défont. Donc là, c'est dans une stratégie qui n'est pas du tout une stratégie basée sur les réseaux sociaux, qui est plutôt une stratégie de semi-clandestinité, puisque leur objectif n'est pas de recruter. L'objectif de l'ultra-gauche, c'est de constituer des espèces de phalanges de gens conscients qui vont donner l'exemple au plus grand nombre en imaginant que par une sorte de miracle, le plus grand nombre va faire exactement ce qui était écrit dans les textes de Marx, c'est-à-dire faire la révolution tout seul et lorsqu'ils auront pris l'Élysée, refuser de créer un gouvernement, mais se constituer en assemblée internationale de conseils ouvriers, les conseils ouvriers étant des assemblées générales, comme ça. Bref, on est dans quelque chose d'un peu particulier. Alors, lorsque vous évoquez Extinction Rebellion, on n'est pas dans l'ultra-gauche. Extinction Rebellion, là, nous parlons de petits groupes écologistes radicaux qui sont des importations de patentes américaines ou anglaises, si vous voulez, et qui sont aujourd'hui largement sous le contrôle de l'extrême gauche trotskiste et particulièrement du NPA. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. Et alors ces groupes sont des groupes qui eux veulent faire des coups médiatiques, qui veulent faire parler d'eux. Et les coups médiatiques d'Extinction Rebellion finalement ressemblent beaucoup, si vous regardez bien, aux coups médiatiques par exemple d'un groupe d'extrême droite aujourd'hui qui est Génération Identitaire. C'est-à-dire des coups un peu comme ça, un peu des happenings inspirés de l'art contemporain. Mais là où nous sommes dans quelque chose de différent. Alors maintenant, concernant les réseaux sociaux, il est certain que les réseaux sociaux ont beaucoup servi tout simplement parce que les réseaux sociaux, c'est des messageries, ça permet. Avant c'était le téléphone, maintenant c'est les réseaux sociaux. Ça permet de se connecter. Et donc, ils ont beaucoup servi pour les révolutions arabes, pour les gilets jaunes, etc. Mais il faut voir que nous vivons en ce moment une époque passionnante, en 2021, qui est une sorte de révolution dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il est arrivé en 2018, à partir de 2018-2019, ce qui n'était jamais arrivé depuis la création d'Internet, c'est le fait que les plateformes ont commencé à organiser la censure. À partir de là, vous avez énormément de militants extrémistes qui ont décidé de se retirer des réseaux sociaux. Donc vous avez aujourd'hui moi c'est compliqué pour moi parce qu'avant je les suivais assez facilement sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram, mais le problème c'est que Twitter, Facebook et Instagram ferment les comptes, mais ils les ferment en masse.
Et donc, ces gens-là ont essayé de se replier vers des réseaux sociaux plus petits, mais ce sont des réseaux sociaux qui sont difficiles à atteindre sur les téléphones portables, parce qu'ils ne sont pas sur les applications, ils n'ont pas d'application, ou qui sont des réseaux sociaux qui sont interdits et qui sont censurés également par les providers, par Amazon ou par Apple ou par Google. Donc, nous vivons aujourd'hui une révolution et je pense que les réseaux sociaux vont vivre une évolution peut-être à la TF1, c'est-à-dire que ce qu'on voit dès aujourd'hui, on a l'impression que les GAFAM sont en train d'organiser la mort lente des réseaux sociaux, entre guillemets, d'idées, entre guillemets, parce que ces idées ne sont pas toujours géniales, que sont Facebook et Twitter, mort lente de ces réseaux-là, au profit de réseaux sociaux ludiques, qui sont, alors pour les plus branchés, Instagram, et pour les autres, TikTok. Voyez, et donc j'ai l'impression que les réseaux sociaux aujourd'hui sont en train d'évoluer complètement. Et en tout cas, concernant alors l'extrême gauche, oui, tous les activistes du monde ont utilisé, quand ils le pouvaient, ces réseaux sociaux. L'ultra gauche a toujours été dans une clandestinité beaucoup plus grande. Et du coup, vous dites un peu en ouverture que l'aspiration et les revendications justement autour de la nature, de la défense de la nature, de la lutte contre le climat, c'est quelque chose qui, par contre, inspire l'ultra-gauche. Oui, alors voilà, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir des années 2, c'est toujours pareil, vous savez, ce qui est passionnant dans le monde moderne, c'est le fait que tout est pluriel. Dans le monde post-moderne, tout est pluriel. Et de même que vous avez plusieurs trotskistes, plusieurs ultra-gauches, plusieurs anarchistes, vous avez plusieurs écologismes. Alors vous avez même un grand nombre d'écologismes, ce qui fait qu'on peut se tromper d'un écologisme à l'autre, parce qu'ils sont tous pour la sauvegarde de l'environnement, mais ils ont des idées différentes. Par exemple, vous avez tout un courant aujourd'hui de deep écologie, ce qu'on appelle l'écologie profonde, qui va s'inspirer des travaux d'Arne Naess, un théoricien, je ne sais plus de quel pays il est, enfin un pays d'Europe du Nord. Mais alors, les défenseur de la deep écologie, vous allez les trouver, pour beaucoup d'entre eux, dans l'extrême droite, par exemple. C'est pas nécessairement à gauche. Et alors, si vous allez effectivement du côté il y a tout un courant écologiste radical qui est apparu au début des années 2000, courant écologiste, alors lui révolutionnaire, considérant que pour sauver la planète, il faut détruire le capital, et ça c'est un courant très minoritaire dans l'écologisme, dans l'écologie, très minoritaire, mais qui est à l'origine des ZAD, et qui est à l'origine aussi de nombreuses actions violentes. Parce qu'il faut bien comprendre que quand je vous parle de ces 3000 personnes, ce sont des gens qui sont, en fait, qui passent leur temps à aller d'un front de lutte à l'autre. C'est-à-dire que vous allez les retrouver dans la rue, dans les villes, dans le combat Antifa, et puis après vous allez les retrouver à Calais ou à Dunkerque pour soutenir les migrants. Puis ensuite, vous allez les retrouver à Sivins ou à Notre-Dame-des-Landes dans les ZAD. Puis après, vous allez les retrouver à Rennes et à Nantes dans les Black Blocs. Ce sont les mêmes. Vous voyez, ce sont des groupes qui passent leur temps à passer d'une zone à l'autre. Et d'ailleurs, ils passent leur temps aussi à passer d'un pays à l'autre, parce que lors des manifestations en France, vous avez très souvent des camarades étrangers qui prennent le train, peut-être pas l'avion, mais le train, le bus, pour venir à Rennes, à Paris, à Nantes ou ailleurs, pour se constituer en bloc autonome. Et tout ça, c'est vraiment spontané, autonome. Comment c'est financé, comment ils se financent, comment vivent ces gens, ces 3000 personnes, s'ils ont un activisme quasiment. Vous savez, alors je sais, dans leur cas, on n'est pas du tout. Avec l'extrême gauche, on a des circuits de financement, on a des sociétés écrans, on est dans une économie un peu opaque qui rappelle celle du Parti communiste, historique. Alors, dans votre livre, vous dites quand même que. Alors, c'était à Marseille il y a quelques années, mais que certains pouvaient monter presque des entreprises. Bien sûr, mais ça, c'est les trotskistes. Ouais. Les trotskistes montaient des entreprises. Les trotskistes ont monté des entreprises, mais encore aujourd'hui, les textes trotskistes sont imprimés par de grandes imprimeries qui sont des imprimeries trotskistes. Donc, vous avez ce phénomène-là. Puis, il y a même eu des cas avec les trotskistes tout à fait étonnants, puisque quand les trotskistes, dans les années 1950, ça remonte un peu, ont décidé de soutenir le FLN en Algérie, les trotskistes ont monté une usine clandestine de fabrication d'armes au Maroc.
Donc, vous voyez, ils allaient très très loin. Eux, c'est vraiment, on est dans l'efficacité, l'organisation, alors que l'ultra-gauche, là, on est plus au contraire dans des petits regroupements. Alors, ont-ils de l'argent? Les trotskistes, oui, ils ont une économie. L'ultra-gauche, je dois dire qu'en réalité, si on observe la composition sociologique des groupes, on voit bien qu'il s'agit principalement de jeunes gens blancs, plutôt issus des classes moyennes, qui peuvent être des classes moyennes supérieures ou des classes moyennes inférieures. Enfin, il n'y a pas très longtemps, on a par exemple arrêté un jeune Black Bloc qui avait incendié un policier. Et à l'issue de son procès, on a vu que c'était le petit-fils du grand écrivain catholique Georges Bernanos. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le prolétariat, on est plutôt dans la bourgeoisie catholique. Donc, vous voyez, donc voilà, c'est plutôt, c'est bien souvent des gens qui ont les moyens et qui ont aussi un bagage universitaire, parce que pour lire les textes, pour comprendre Karl Korsch, Anton Pankow ou d'autres, il faut quand même avoir fait quelques études, il faut avoir des notions d'économie, de philosophie, et c'est pas à la portée de tout le monde, y compris pour les textes situationnistes qui peuvent être extrêmement compliqués et même ardu. Donc en fait, ce qui est évidemment sociologiquement, lorsqu'on étudie l'histoire de l'ultra-gauche depuis 1920, c'est que on cherche un peu les prolétaires, hein, c'est-à-dire que c'est surtout des gens, des bourgeois, ou même de très grands bourgeois. Je pense Guy Debord, sa famille était une famille extrêmement fortunée, et je pense par exemple au leader ultra-gauche italien Amadeo Bordiga. Amadeo Bordiga provenait d'une des plus vieilles familles de l'aristocratie italienne. Vous voyez, on est plutôt dans le beau monde. Alors, une question qu'on me pose très factuelle encore, est-ce qu'il existe encore une descendance lambertiste? Ah les lambertistes continuent. C'est pas une descendance, c'est que le courant lambertiste est toujours très actif. Aujourd'hui, vous savez, il y a eu en 2015 une grave scission dans le courant lambertiste, puisque le chef historique Daniel Gluckstein a été en quelque sorte déboulonné par des militants, et ça a créé deux partis. Donc il y a un parti qui est un parti historique, on pourrait dire invariant, qui est le Parti ouvrier indépendant démocratique de Gluckstein, et puis un autre parti qui est le Parti ouvrier indépendant, qui est majoritaire. Et alors ce Parti ouvrier indépendant s'est rapproché de Jean-Luc Mélenchon, et qui lui-même est un ancien lambertiste, et soutient aujourd'hui activement, entre autres, la France insoumise. Donc, ils sont toujours très présents, très actifs, et toujours actifs dans les syndicats, à la CGT, évidemment, à Force ouvrière, dont ils tiennent le bureau confédéral depuis 1989 maintenant. Donc, c'est une vieille prise de contrôle. Mais les lambertistes continuent. Et je dirais que sur un plan positif, les lambertistes sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui. En tout cas, ceux qui ont rompu avec l'aile historique sont quand même beaucoup plus ouverts. Et d'ailleurs, ils jouent un rôle que je qualifierais personnellement de positif, dans la mesure où ils contrebalancent l'influence islamo-gauchiste, puisqu'ils y sont totalement opposés. Donc voilà. Et ils ont toujours autant de facilité à recruter des gens. Parce que de mémoire, le recrutement lambertiste, c'était quand même une procédure assez longue, avec un gros travail sur les textes, justement. Oui, écoutez, ils recrutent toujours, et il y a un renouvellement générationnel dans l'extrême gauche, hein. C'est indéniable. C'est très frappant. Tout le monde dit les idées de l'extrême gauche appartiennent au siècle dernier, etc. Moi, je veux bien, mais vous voyez bien que l'extrême gauche représente une force militante, par exemple, sans commune mesure avec les forces militantes de l'extrême droite. Je ne parle pas du populisme incarné par le Rassemblement national, je parle de l'extrême droite activiste proprement dite. Ils ne tiennent pas la route. D'ailleurs, on l'a vu lors du mouvement des Gilets jaunes, où on a vu très rapidement le samedi des affrontements mystérieux entre Gilets jaunes, qui étaient les affrontements entre Gilets jaunes d'extrême gauche et Gilets jaunes d'extrême droite, et les Gilets jaunes d'extrême gauche, qui étaient plus nombreux, l'ont emporté sur le terrain. Et donc, justement, alors, pour peut-être conclure, alors sauf si vous avez des questions, allez-y, posez les questions sur le chat. Moi, j'ai une dernière question, parce que vous en avez un petit peu parlé, puis c'est vraiment quelque chose qu'on voit qui est souvent présenté comme quasiment de l'ADN, c'est la mouvance Antifa.
En lisant votre livre, je me suis aperçu que c'était pas aussi évident que ça, finalement. L'engagement antifasciste de l'ultra-gauche, il est plus récent qu'on pense, et très souvent, finalement, il est même récemment, des branches ont versé dans le révisionnisme. Vous pouvez Tout à fait, tout à fait. Alors oui, c'est l'ultra-gauche historiquement n'était pas du tout antifasciste pour une raison très simple, c'est qu'elle considérait que quel que soit le régime, que ce soit un régime dictatorial ou que ce soit un régime démocratique, on était toujours dans l'exploitation capitaliste, et donc le vrai combat n'était pas contre le fascisme, mais contre le capitalisme en général. Alors cette position-là les a conduits en 1934, 35, 36 à refuser de soutenir les républicains espagnols en disant nous on n'est ni pour les uns ni pour les autres, et elle les a conduits de façon plus gênante sans doute à refuser de lutter contre le fascisme en Italie et ensuite à refuser de lutter contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, là-dessus un certain nombre de militants dans des années plus tard, à partir des années 1980, certains d'entre eux se sont engagés derrière Robert Faurisson dans cette campagne visant à nier le génocide nazi, pour des raisons politiques complexes évidemment, mais enfin ils l'ont fait. Donc vous voyez, donc on est là dans un courant qui a une très forte part d'ombre, et en fait l'apparition de ce courant antifasciste radical, on peut la dater à 1984, lorsque dans le cadre de la montée du Front National vont apparaître ce qu'on appelle les scalps, les sections carrément anti-Le Pen, et ça c'est là un apport des anarchistes qui se sont ralliés à l'ultra-gauche. Vous savez, c'est les fameux communistes libertaires qui ont évolué, dont le drapeau est noir et rouge, et qui ont évolué vers une forme de marxisme libertaire qui les a rapprochés de l'autonomie et de l'ultra-gauche. Et en fait, c'est l'influence anarchiste qui explique l'existence d'un courant antifa, mais ce courant antifa, il est très relatif dans la mesure où, en réalité, l'adversaire principal des antifas, c'est le capitalisme. Alors après, ils mènent la guéguerre dans les quartiers, dans les rues, avec leurs opposants politiques, mais c'est une guéguerre qui ne les mène nulle part. En tout cas, il y a un échec de cet antifascisme-là, puisque depuis que les scalps existent, le Rassemblement national n'a pas cessé de progresser inexorablement jusqu'à être aujourd'hui presque aux marches du pouvoir. Donc on ne peut pas dire que cette stratégie ait été payante. Alors, question encore sur c'est le moment. Alors, je sais qu'en plus, c'est la partie où vous êtes très à l'aise parce que vous naviguez au milieu des sigles avec beaucoup de... ça, j'aime bien, oui. La CNT, vous la classez où? Et effectivement, qu'on rencontre aussi qu'on rencontrait, on la voit un peu moins sur les campus qu'avant, mais elle a été longtemps. Ça dépend des années. Alors, la CNT est un mouvement anarchiste. La CNT est un syndicat, la CNT est un mouvement anarcho-syndicaliste. CNT, ça veut dire Confédération nationale du travail. Alors, il faut préciser que la CNT en France a été un peu ébranlée ces dernières années par une scission. Enfin, elle en a connu beaucoup. Et aujourd'hui, il y a deux CNT. Donc, vous avez une CNT qui va être, qu'on appelle la Confédération nationale du travail de France, pour essayer de la distinguer de l'autre, et l'autre s'appelle la CNT Solidarité ouvrière, et elle est un peu plus modérée, on va dire. Mais enfin, il s'agit évidemment avant tout de démarches syndicales. Je précise que la CNT tolère la double appartenance, c'est-à-dire que vous pouvez être adhérent à la CNT et adhérent à une organisation révolutionnaire, quelle qu'elle soit, hein, anarchiste ou pas d'ailleurs, ça peut être autre chose. Mais c'est vrai que c'est un groupe qui a eu son heure de gloire à un moment donné et qui semble, depuis cette scission, un peu moins visible. Et en fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup moins les cortèges de la CNT que les cortèges des blocs noirs aujourd'hui. Alors, attendez, je pense... J'ai une question, mais peut-être que Morgane, qui avait une question à vous poser, qui est la présidente du CERU, je vais peut-être lui demander de monter sur scène si sa connexion le permet. Je vois si elle peut, parce que je crois qu'elle voulait vous dire un mot en plus. Alors, je vois... Attendons Morgane. Je crois que ça arrive. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui. Christophe, merci mille fois. Merci mille fois. Bonsoir. C'était absolument passionnant. Merci. Le chat n'a pas cessé littéralement. Et vraiment, merci mille fois. Je me suis vraiment régalée de vos paroles. Et
On vous a tous écoutés vraiment avec beaucoup d'attention. C'était absolument passionnant. Merci mille fois. Mais vraiment, je suis très sincère. Votre érudition, votre passion pour tout cela et la manière dont vous faites partager, c'est vraiment pour nous-mêmes et puis pour nos militants. C'est une session de formation que vous leur avez offert, absolument extraordinaire. Vraiment, merci. Vraiment. Cela dit, moi, je voulais vous interroger évidemment sur votre vision d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez des partis aujourd'hui? Comment vous voyez la prochaine présidentielle? Quel est votre sentiment à propos de cette situation et de ce pays qui, moi, me concernant, je pense qu'il devient fou. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, comment vous voyez la suite? C'est compliqué pour vous répondre, Morgane. La situation est complexe parce que on vit en ce moment un moment quand même très particulier, qui est ce moment d'épidémie mondiale, qui s'inscrit dans l'entrée, on pourrait dire, dans un monde nouveau qui est le 21e siècle, avec les paramètres nouveaux du 21e siècle. Et on sent bien que la tendance mondiale est un contrôle accru, contrôle des individus de plus en plus accru. Et on peut s'inquiéter de voir se profiler le spectre de post-démocratie, c'est-à-dire ou de démocratie de plus en plus autoritaire, ou peut-être même de remise en cause des démocraties dans les temps qui vont venir. Alors maintenant, pour parler plus précisément de la France aujourd'hui, tout est un peu figé en France, et c'est figé à la façon d'une cocotte minute dont on n'a pas enlevé le couvercle, si vous voulez. Donc tout est sous le boisseau, tout est refermé comme ça, et on sent que si on ouvre, ça risque de partir en geyser de tous les côtés. Et moi, je ne serais pas étonné qu'on ait un épisode social important en 2021. C'est ce qui semble se profiler, ou c'est ce qu'on sent quand on observe ce qui se passe justement dans les marges. Maintenant, d'un point de vue électoral, la situation semble aujourd'hui singulièrement bloquée, puisque en fait, grâce peut-être ou à cause du Covid, on peut pas dire que des leaders nouveaux aient émergé, que des personnalités nouvelles aient véritablement émergé, de sorte qu'on va vers une sorte de remake de 2017 en 2022, avec d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre Marine Le Pen, et il semblerait que les autres candidatures qui pourraient bouleverser cet équilibre ne parviennent pas à le faire, puisque en tout état de cause, par exemple, si vous regardez les candidatures populistes qui semblent commencer à percer petitement, comme éventuellement celle d'Éric Zemmour, par exemple, vous voyez bien que si, mettons qu'Éric Zemmour se présente, Éric Zemmour ne ferait que prendre ses voix à Marine Le Pen. Donc de toute façon, il affaiblirait Marine Le Pen, et dans tous les cas de figure, Emmanuel Macron se retrouverait gagnant. Alors maintenant, il peut y avoir une sorte d'événement, un signe noir qui ferait que Marine Le Pen vienne au pouvoir en 2022. Mais vous savez, même une victoire de Marine Le Pen en 2022 ne dirais pas qu'on entre dans un épisode trumpiste en France, parce que en France, il y a toujours des élections législatives qui suivent l'élection présidentielle, et il y a fort à penser qu'il y aurait à ce moment-là un front républicain pour empêcher que Marine Le Pen ne gouverne vraiment, de sorte que on peut spéculer, si on veut être un politiste un peu imaginatif, on peut spéculer sur le Premier ministre qui pourrait émerger d'une élection législative à la suite de cette élection présidentielle, et qui pourrait être plutôt du côté des Républicains. Donc voilà, donc aujourd'hui les choses semblent très figées malheureusement. La seule chose qui me paraît à peu près sûre, c'est qu'un épisode social important va se produire. Je ne pourrais pas vous dire quand, parce que je ne suis pas Madame Soleil, mais toutes les conditions sont réunies pour que cette colère qui est très présente en France, cette colère explose dans la mesure où elle est trop contenue, et elle a été trop contenue par les confinements successifs, et elle est encore contenue aujourd'hui puisque on est dans un semi-confinement lié à ce couvre-feu, et qu'on s'attend à un nouveau confinement de toute façon éventuel au printemps, peut-être en mars ou peut-être avant, enfin on verra bien, mais ça c'est pas moi qui le dirais. Donc la situation n'est pas très joyeuse, je trouve, et ce qui m'inquiète le plus personnellement, c'est cette remise en question de la démocratie, le fait que de plus en plus de gens croient de moins en moins à la politique, et je dirais qu'on vit en ce moment une période très puritaine, très morale, marquée par le poids de la morale, une période ultra morale, et cette période s'explique, à mon avis, par le fait que comme les gens ne croient plus
dans la politique, ou ne s'investissent plus dans la politique, ou ne font plus confiance dans les hommes et dans les femmes politiques, ils se replient sur leur socle identitaire qui est la morale qui change au gré des époques, mais du coup, c'est pour ça qu'on est dans ce moment où il y a cette espèce de crispation puritaine, peut-être, qui est frappante. Oui, cette espèce de nouveau catéchisme absolument constant, en fait. Au gré des modes et au gré des messages. Oui. Un nouveau catéchisme extrêmement prégnant. Mais c'est ça. Mais vous savez, ça, c'est en fait, comme disait Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, et la morale change tout le temps. C'est-à-dire que ce qui était considéré comme léger, amusant, de l'ordre du flirt il y a quelques années, va être du harcèlement aujourd'hui. Voilà, en fait, les choses évoluent très, très rapidement. Et puis après, il y a un autre phénomène qui est lié à la déliquescence des États-nations. C'est un phénomène de fond. C'est la montée en puissance des minorités. Et la force des minorités dans ce contexte-là, c'est qu'elles se sont américanisées et qu'elles se sont constituées en lobby. Donc aujourd'hui, vous avez, c'est un peu la France des lobbies, hein, c'est ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipel français, où vous allez avoir les Noirs qui vont essayer de faire un lobby, les islamistes, les femmes, les homosexuels, les écologistes, chacun a son petit lobby avec son petit agenda personnel. Voilà, et chacun défend son petit agenda et explique que cette minorité est victimisée et donc il faut la respecter. Et comme nous sommes moraux, nous voulons faire de mal à personne et donc nous essayons de ne pas vexer ceux qui veulent déboulonner les statues, ne pas vexer ceux qui veulent interdire tel ou tel spectacle parce que on est dans ce moment d'archipélisation de la France qui est lié à cette baisse d'influence des États-nations qui est quand même concomitante avec la construction européenne. C'est-à-dire qu'à mesure que l'Europe s'est construite, on a vu les États-nations péricliter au profit beaucoup de la région. Il faut dire des enracinements régionaux, mais on voit beaucoup de pays qui aujourd'hui sont en voie d'implosion. Je pense à l'Espagne avec le Pays Basque et la Catalogne, je pense évidemment à la Belgique avec la Flandre et les zones francophones, je pense au Royaume-Uni qui sera bientôt un royaume désuni, car l'Écosse n'attend que l'occasion de s'en aller et que l'Irlande du Nord pourrait bien s'allier à l'Irlande du Sud et pour prendre également son envol. Donc véritablement, vous voyez bien qu'il y a ce phénomène-là et la montée des minorités va de pair avec la déliquescence de l'État-nation. Alors on peut, c'est un fait et c'est le monde nouveau et c'est peut-être pas un monde nouveau très réjouissant. Voilà. Oui, tout à fait d'accord. Hein. On va peut-être malheureusement conclure sur ces mots peu. Désolé, mais avec qui laisse peu d'espoir, mais bon. On sait pas. Merci beaucoup. Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre et dans beaucoup des livres que vous avez déjà publiés, c'est de s'apercevoir que les marges sont finalement des endroits où il se passe beaucoup de choses et même si c'est minoritaire, ça finit souvent par influencer qui se veut des majorités. Et donc, c'est très intéressant de plonger dans cette histoire de l'ultra-gauche pour mieux comprendre et mieux voir comment elle peut évoluer. Et merci encore. J'invite tout le monde donc à se procurer ce livre, à vous écouter aussi dans votre série C'est un complot dont j'ai entendu quelques épisodes et c'est vraiment très très bien. Et donc, j'espère qu'on aura l'occasion de refaire des conférences et des rencontres ensemble parce que c'était vraiment... Avec plaisir. Merci beaucoup Christophe Bourseiller. Merci à tous. Plaisir. Pour information, normalement la semaine prochaine, le 17, on fera une rencontre avec Sébastien Morand et Philippe Fontana sur l'algorithme de Twitter et les censures sur Twitter, puisqu'ils ont réussi à obtenir le fait que Twitter remettre des comptes en marche après les avoir supprimés. Et donc, on va essayer de réfléchir à ces questions-là. Merci beaucoup à tous. Encore merci Christophe et à très vite, j'espère. Merci. Au revoir. Au revoir.